Alors, la terre crue, on la trouve depuis très longtemps dans la construction. Notamment, je pense que vous connaissez tous la technique du pan de bois qui utilise de la terre. Mais on la trouve également dans d'autres techniques comme le pisé, les briques de terre crue compressées, les enduits terre, le terre-paille. Ce matin, Arthur Eloin nous parlait de Minibus, nous parlait du terre-chanvre. Donc il y a plein de techniques dont on va un petit peu parler dans cette table ronde. Au niveau des avantages de la terre crue, on peut citer notamment que c'est un matériau local et abondant qui peut apporter de l'inertie, qui peut être intéressant, notamment pour le confort d'été. Et c'est un matériau qui va gérer beaucoup l'hygrothermie dans le mur, l'humidité, et du coup qui est particulièrement intéressant pour le confort d'été. Alors pour nous parler de ce sujet, j'accueille 3 intervenants aujourd'hui. Donc Xavier Géant, qui est architecte chez Studio Lada, en Lorraine, et qui est membre du réseau Frugalité heureuse et créative. On a Adrien Arras, qui est doctorant à l'université de Reims-Champagne-Ardenne au laboratoire GGNA et également président de l'association des idées plein la terre, qui est basée à Reims et qui nous fait l'atelier dehors de main à la pâte avec la terre crue. Et Manuel Zepfel, qui est coordinateur de l'antenne du Gabion en Alsace et qui est également membre du réseau Bâti Vivant. Donc je vais commencer par poser une question à Adrien. La filière terre crue, c'est pas la plus développée des filières en construction. Du coup, où est-ce qu'on en est sur le développement de la filière au niveau national et régional? Bonjour à toutes et à tous. Sur la question de la filière nationale et régionale, alors régionale, on est 3 ici, peut-être qu'on aura chacun nos points de vue. En tout cas, je crois que grosso modo, on peut dire que par rapport à d'autres régions en Grand Est, pardon, je suis encore sur les anciennes régions. En Grand Est, il y a des petits groupes qui commencent à s'assembler d'artisans, artisanes, de professionnels. Il y en a qui sont aussi dans la salle, des architectes qui commencent à toucher, mais on n'est pas encore très organisé, on va dire, d'une certaine manière, contrairement à... moi, j'ai passé un peu de temps en Bretagne, où il y a un collectif qui s'appelle le collectif des terreurs armoricains. Il y en a dans d'autres régions qui sont regroupées et qui travaillent sur ces questions-là, notamment on parlait de réglementation professionnelle, on a parlé du guide des bonnes pratiques qui sont sortis, qui sont issus en fait de travaux donc, de professionnels en France qui se sont rassemblés. Quand j'ai professionnel, c'est autant de la maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'œuvre et des artisans et des artisanes, et qui se sont d'ailleurs réunis sous ce qui s'appelle aujourd'hui la Confédération Terre Crue, donc qui existe, sur lequel il y a un site internet également. Donc ça, c'est pour la question de la filière globale au niveau national. Et cette Confédération de la Terre Crue, elle dirige aussi le projet National Terre, qui est un projet de recherche et développement qui a été créé depuis 2 ans maintenant, au sein du ministère de la Transition écologique, il me semble, qui réunit à la fois des laboratoires de recherche et des professionnels de la construction pour avancer justement sur des questions de filière de manière générale. Je ne sais pas j'espère que c'est à peu près clair. Je vois pas de haussement de sourcils. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ça? Non? C'était clair, bravo. Alors, Adrien, tu fais une thèse en lien avec les carreaux de terre crue en Champagne-Crayeuse. Et du coup, on voit bien là qu'il y a un caractère local. Et au niveau du Grand Est, on voit on voit pas mal de patrimoine en Champagne-Ardenne, en Alsace. Moi, je viens de la Lorraine. En Lorraine, il n'y a vraiment pas grand-chose en terre crue. Du coup, ça me pose la question, est-ce que on peut pas construire en terre partout? Est-ce que du coup, il y a une notion de terre qui doit répondre à des caractéristiques qui permet d'être utilisée, ou on peut l'utiliser partout? Je pense que je vais faire un début de réponse et puis peut-être qu'il y a des Lorrains qui pourront répondre, puisque sur la question de la terre crue, on a dit qu'il était notamment écologique s'il était local ou pas transporté. La terre est lourde et quand on commence à la déplacer, au moins sur le bilan carbone, on commence à augmenter quand même assez énormément l'impact, au moins du CO2, pour ne parler que de cet impact-là. Alors oui, moi je travaille sur le patrimoine en terre de la Champagne parce qu'il y en a un. Donc on a dit carreaux de terre crue, en fait c'est des briques de terre crue, c'est le nom vernaculaire qu'on utilise ici.
qui sont des briques moulées en fait traditionnellement. Donc il y en a énormément et ça c'est assez peu, aussi bien dans des sites urbains, enfin dans la ville de Reims est constituée début XXe siècle presque de 40% de carreaux de terre dans ces bâtiments, en tout cas 40% sont concernés. Et pour ce qui est de la Lorraine, alors j'ai vu quelques papiers sur quelques travaux où en fait il y a eu de la terre crue à quelques endroits, donc ça a existé. C'est juste que s'il n'y a pas d'études spécifiques qui sont faites dessus, bah en fait ça reste ignoré. Et puis je pense qu'il y a une autre réalité, c'est que on a construit avec les ressources locales et que en général, alors peut-être que je vais dire une grossièreté, mais il me semble que la terre a utilisé notamment en tant que structure quand il n'y avait pas de ressources soit en bois. Là sur la Champagne-Crayeuse, on n'avait pas potentiellement de ressources en bois pour construire au niveau du centre, ou alors de pierre aussi de qualité. On a de la craie qu'on a utilisée, mais qui était associée aussi à de la terre. Donc il y a des questions aussi sociales ou alors de ressources qui viennent jouer sur les techniques de construction. Donc pour essayer de dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de patrimoine en terre que ça veut dire qu'il n'y a pas de terre qui est bonne à la construction. Ça peut exister, mais peut-être que dans l'histoire du temps, il y avait soit une ressource en pierre plus facile à trouver, une ressource en bois plus grande. Mais peut-être que du côté des Lorrains, on va avoir une autre approche aussi. En tout cas, on peut trouver de la terre un peu partout. Xavier, vous voulez apporter? Oui, c'est vrai que historiquement, en fait, on a toujours construit avec les matériaux de rencontre, les matériaux qu'on avait sous la main. Donc, il y a des régions où on construit plus en pierre, d'autres plus en bois, d'autres plus en terre, effectivement. Après, pour ce qui est des ressources de terre, de la terre, en fait, on en a parce qu'il y avait énormément de tuileries et de briqueteries qui ponctuaient le sillon lorrain, et également en Champagne-Ardenne. En fait, il y avait énormément de petits villages en fait qui possédaient leur propre briqueterie, tuilerie, avec des tuiles moulées sur la cuisse. Voilà, il y a toute une logique constructive en fait qui se établissait en fonction des ressources locales. Donc de la terre en fait propre à la construction en terre crue, on peut en trouver à plein d'endroits différents. C'est pas forcément lié à une historique constructive. Et en Alsace, c'est pareil. Donc historiquement, il y a le torchis. Donc il y a beaucoup de terre crue. Et le torchis, c'est pas que dans les murs extérieurs, c'est aussi dans les planchers. Donc les séparations entre étages ou même entre la cave et l'habitat. Et donc pareil, on a encore une briqueterie 2 qui font encore des tuiles à la main, effectivement avec la trace des bois, etc., etc. Donc il y a une culture de la terre crue encore un peu présente en Alsace, qu'il faut bien sûr développer. Vous pouvez garder le micro, parce que je vais vous poser une question. Okay. Alors du coup, on se dit que de la terre, il y en a partout, on peut l'utiliser. Mais alors du coup, quels sont les conseils de mise en œuvre de la terre et comment on choisit la technique en fonction de la terre qu'on a sur le site? Alors il y a des différents tests qui permettent de caractériser les terres. Alors soit on utilise la terre de négociants, comme je parlais des briqueteries, qui est déjà, on la connaît. Donc il y a déjà des tests qui ont été faits, on connaît ses propriétés, on sait ce qu'on peut faire avec, que ce soit de l'isolant, enfin des bétons végétaux allégés, ou que ce soit des enduits. Donc mais sinon on peut aussi exploiter la terre du terrain. Mais je prends l'exemple de l'Alsace, enfin, c'est certainement différent dans les autres régions. Mais en Alsace, on a surtout des terres limoneuses, donc très riches en limon, donc c'est des sables extrêmement fins, avec des terres argileuses évidemment, et donc on retrouve à peu près des caractéristiques similaires, peu importe la région où on extrait la terre, peu de choses près, et plutôt propice à l'utilisation pour différentes choses, que ce soit du torchis comme faisaient les anciens, ou des enduits, etc., ou aussi des briques de terre crue, qu'on retrouve aussi historiquement dans certains pans de bois où il y a des remplissages en adobe. Des briques moulées à la main. Et pour les autres techniques, le pisé, etc., est-ce qu'il n'y a pas besoin de s'adapter à la composition de la terre? Alors là, il faudrait justement... très peu de pisé est fait en Alsace, avec la terre alsacienne en tout cas, enfin à ma connaissance. Et là, du coup, il faudrait vraiment toute une batterie de tests, la caractériser, parce que le pisé, il peut être décoratif, mais aussi structurel. Donc si on part sur quelque chose de structurel, effectivement, là, il y aurait quand même pas mal de choses à faire qui n'ont pas été faites pour le moment, en tout cas à ma connaissance. Mais voilà, en tout cas, pareil pour les briques, c'est encore pas si fréquent, les BTC en Alsace, mais après les autres régions. Juste sur la question des techniques, il y a un aspect qui a été très fort, qui était culturel pendant longtemps, où il y a eu des aires de propagation de certaines techniques. Donc c'est lié à la fois à des questions de savoir-faire et de partage d'expériences de populations qui ont voyagé. Et aujourd'hui, on est dans un monde où
tout voyage très vite et très loin. Donc il y a ces questions-là d'avoir du pisé dans des régions où historiquement il n'y en avait pas, ou en tout cas d'autres types de techniques. C'est relié forcément aux caractéristiques de la Terre aussi, qui fait partie de cela. Et au niveau de la recherche, aujourd'hui, il y a des tentatives de caractérisation de quel type de terre en fonction de la granulométrie et du pouvoir des argiles aussi qui avancent un peu pour savoir quel type de terre potentiellement pourra faire quelle technique d'un point de vue scientifique, on va dire. Voilà. Mais en sachant que, pour moi, il me paraît aussi intéressant de garder aussi l'aspect culturel et de préserver potentiellement des fois des savoir-faire dans des régions, parce qu'il y a des questions économiques derrière, mais il y a des questions sociales aussi qui sont liées à l'histoire d'un matériau. En fait, l'histoire d'un matériau raconte ce qui est véhiculé comme imaginaire autour de ce matériau et comme potentiel fédéré autour de l'histoire d'un lieu. On a une petite diapo qui est projetée que tu m'as transmise pour le diaporama. Est-ce que tu veux la commenter ? Oui, alors si j'arrive à pas me faire de torticolis, je vais essayer de... oui, alors je vais me lever peut-être. Mais c'est une étude, donc il y a les noms des auteurs et des autrices en bas, Paola, Anne Ventura et Arwan. C'était juste... on parle de terre crue, on parle de ses qualités écologiques potentiellement, encore une fois, parce qu'on parle du CO2 là uniquement sur ces schémas. C'était juste l'impact du transport à gauche. Là, on voit sur la production en fonction des différentes techniques. Je ne sais pas si on voit, mais il y a pisé, BTC, donc briques de terre compressée, Bauge et Adobe. C'est juste pour avoir une idée de l'impact du déplacement de la terre en fonction de la distance. Donc, en fait, si on déplace la terre, potentiellement au niveau du bilan carbone, on va avoir des impacts très importants. Et à droite, c'est sur la question aussi, on parle de terre crue aujourd'hui. Au niveau du projet national terre, il y a eu un consensus sur qu'est-ce qu'on appelle terre crue, et donc notamment avec le fait que le liant soit bien l'argile et pas potentiellement d'autres adjuventations telles que la chaux ou le ciment qu'on peut trouver parfois pour accélérer la prise, mais qui empêchent la réversibilité de la terre. Donc ça, c'est sur la question de la réversibilité, mais il y a la question aussi de l'impact du CO2 en fonction de l'utilisation aussi d'autres matériaux qu'on pourrait ajouter à la terre crue. Donc voilà, c'était juste pour signaler qu'on parle de terre crue, mais en fait on parle jamais toujours de la même chose derrière le même mot, et donc il y a des conséquences qui sont... Pour bien comprendre, la différence entre terre stabilisée et non stabilisée, c'est l'ajout d'adjuvants ou pas ? Ouais, alors du coup c'est toujours un sujet qui est toujours en discussion sur des variables, quoi, mais grosso modo, en tout cas au niveau du projet national terre, dans la charte, c'est que ce soit l'argile qui soit le liant majoritaire, quoi. Enfin, qui lie et que ce soit pas une modification chimique par l'ajout de chaux ou de ciment. Voilà. Mais comme j'ai dit, parce que potentiellement on perd la réversibilité du matériau, entre autres, et on a un impact carbone aussi qui peut être beaucoup plus élevé vis-à-vis des objectifs qu'on voudrait se fixer. Okay. Xavier, en tant qu'architecte, du coup, vous avez des expériences d'utilisation de terre crue dans du neuf. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit retour d'expérience ? Oui. Déjà par rapport aux différentes, aux différentes techniques constructives, je pense qu'il est important de réserver la construction en pisé pour des sites où la terre à proximité permet de construire en pisé. C'est-à-dire que aujourd'hui on connaît certains projets où on fait venir de la terre pour faire du pisé, et on fait venir de la terre de plusieurs centaines de kilomètres. Pour moi, à un moment donné, je trouve que c'est un peu une aberration aussi que de procéder de cette manière. Du coup, c'est quoi votre point limite de nombre de kilomètres qui paraît raisonnable ? Je sais pas, j'ai pas forcément de point limite en tête, mais je crois que déplacer, je sais pas, faudrait regarder le calcul, mais 30 tonnes de terre à déplacer, ça doit consommer, je sais pas, facilement 300 kilos de CO2 au kilomètre. Enfin, c'est vraiment énorme. Donc à un moment donné, je trouve que construire, il faut vraiment choisir la technique par rapport à ce qu'on a à proximité. Voilà. Après, par rapport à la construction donc de bâtiments neufs et donc de différents types constructifs qu'on a pu utiliser, donc il y a la terre coulée, donc effectivement c'est en partie stabilisé. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait en Auvergne où là on a eu recours à cette technique sur un site. Alors c'est pas forcément, c'est pas c'est lequel ? C'est le suivant. Le deuxième ? Ouais. Maringue ? Ouais, c'est ça.
Donc c'est un projet qui se situe en Auvergne et c'est sur un territoire où la construction en pisé a une histoire en fait assez ancienne et donc la terre était vraiment propre à la construction. Et l'idée de l'utilisation de la terre coulée, c'est à un moment donné aussi permettre à des entreprises qui n'ont pas forcément les compétences de construire en terre en fait. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise du BTP peut, à l'aide de cette technique, utiliser la terre pour un projet d'envergure. En fait, on est sur un bâtiment qui fait quasiment 3000 m². Et au total, on a 600 m² de mur. Donc l'idée, c'est de couler de la terre entre deux banches. Et on a une stabilisation qui est de l'ordre de entre 3 et 4% en fait. C'est-à-dire qu'on a utilisé 210 m³ de terre et de mémoire 6,5 m³ de ciment. Voilà. C'est quoi la différence entre terre coulée et pisé ? Alors le pisé en fait ça se pose par strates et c'est pas stabilisé du tout. On est sur une épaisseur assez importante. La terre coulée c'est une épaisseur de 30 cm et c'est vraiment un mélange très liquide qui peut se couler entre deux banches. Et c'est pas ferraillé aussi par rapport à un béton classique. Hein. Et on n'utilise pas de sable aussi, on utilise de la terre. Ça permet de préserver aussi une ressource dont on parle très peu finalement, c'est que construire en terre aujourd'hui, ça permet aussi de préserver les ressources en sable qui sont utilisées en très grande quantité dans la construction dite traditionnelle du béton et même pour réaliser des agglos. Et donc ça c'est un exemple. Et l'autre exemple, c'est une école sur laquelle on est en train de travailler, où là on peut utiliser la terre directement d'excavation du site pour réaliser des briques d'adobe. Donc là on va mettre en place l'année prochaine un atelier de préfabrication de l'ensemble de ces briques. Donc c'est une école et au total on aura 300 m² de murs en briques qui seront réalisés avec les enfants et les futurs utilisateurs en fait de l'école sur un mode d'un projet qui a été réalisé par deux de mes associés sur la communauté de communes de Moselle-Madon. Voilà. Donc, pour laquelle il y a eu des ateliers de fabrication de ces briques. Donc vous voyez là c'est une image d'une salle de classe. Bon, j'ai pas parlé du bois du tout, mais donc dans la salle de classe, on a un mur en fait qui viendra ponctuer les différentes parois des salles de classe et des circulations. Voilà. Le projet d'avant, une petite note aussi sur le fait qu'on a construit le bâtiment complètement en bois. Il n'y a pas une plaque de placo dans le bâtiment en Auvergne. Tous les doublages en fait sont en planches de bois massif et au total on a utilisé près de 1000 m³ de bois. Donc on parlait tout à l'heure de stockage de CO2, c'est un point aussi important en fait. Ça va vraiment de pair, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler sur tous les aspects du projet qui nous permettent de stocker un maximum de carbone le plus vertueux possible. Là, vous êtes sur du neuf et du coup, je reviens au petit débat qui avait été commencé tout à l'heure avec Adrien sur l'ajout d'adjuvants qui permet de réduire le temps de séchage et de réduire les délais de chantier. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est notamment pour cette raison qu'on avait utilisé sur le projet de l'école en Auvergne la technique de la terre coulée. Parce que ça nous a permis en 2 mois en fait de sortir les 600 m² de murs et dans un temps de chantier de marché public de cette envergure où on doit vraiment avoir une date de livraison très très précise. On est sur une école, hein. Ça permet d'utiliser le matériau terre. De sensibiliser aussi le maître d'ouvrage, les entreprises en fait qui ont participé au projet, à la construction terre, et voilà, je trouve que c'est une clé d'entrée intéressante en fait
Même si effectivement, hein, c'est légèrement stabilisé. Ça, c'est un projet qu'on a dessiné en 2018. Je vais plus parler de la réhabilitation du coup. Et alors pour la maison individuelle, donc moins les chantiers publics neufs. En tout ce qui est terre crue, en fonction du support, ça peut sécher plus ou moins vite. Quand on va par exemple faire des enduits sur un torchis, donc d'un support terre ou un support brique, ça va pomper assez vite l'eau et donc ça va sécher plus ou moins vite. Évidemment, ça dépend des conditions climatiques, mais on peut avoir des délais de chantier qui sont pas forcément très rallongés. Sur des supports qui vont boire moins, où on met en forte épaisseur comme la paille ou le roseau, le panneau de roseau, ça peut être effectivement des temps de séchage un peu plus longs, surtout si on est effectivement à mi-saison, et donc c'est évidemment à prendre en compte. Par contre, et c'est un peu moins connu, il y a une filière sèche en terre crue aussi. C'est pas parce qu'on parle de terre crue qu'on est forcément en filière humide. Donc par exemple, il y a les panneaux terre, qui peuvent aussi des plaques de parement, qui peuvent remplacer les plaques de plâtre, qui sont en général en 2 cm d'épaisseur ou un peu moins. Et ça, il n'y a pas de temps de séchage parce qu'on est justement en voie sèche, les plaques sont déjà séchées et donc on a juste à les fixer sur une ossature et puis après derrière, on peut enchaîner avec les enduits de finition. Et c'est quoi les joints entre les plaques ? Il y a des joints entre les plaques ? Bien sûr, il y a des joints entre les plaques. Mais en quelle matière ? Ça va être rejointoyé avec un enduit terre, mais en faible épaisseur avec une trame ou même dans une première passe d'enduit de finition où on trame comme les joints de placo, comme les plaques de plâtre. On va mettre une bande papier pour jointoyer les plaques. Là, c'est pareil, on met de la toile de jute ou autre chose. Donc on jointe les jonctions, mais ça peut être dans l'enduit de finition. Et l'enduit de finition, comme il est en faible épaisseur, il sèche très vite. Et en fait, le temps de séchage est négligeable dans le planning de chantier, quasi négligeable dans le planning de chantier. Qui est-ce qui fabrique ces plaques ? Il y a différentes boîtes. Je pense à Cletec, notamment en Allemagne, mais pas que. Il y a plusieurs fabricants. Ça reste assez cher, mais voilà. En tout cas, c'est intéressant parce que la voie sèche sur les chantiers, ça permet aussi de faire sauter des étapes et de diminuer les temps d'intervention. Voilà. Quel est votre avis à vous sur les adjuvants dans la terre crue ? Les adjuvants dans le des fois, ça peut être intéressant, comme là, sur ce type de projet. Tout dépend de ce qu'on vise, mais en fonction aussi des contraintes qu'il peut y avoir, que ce soit, je sais pas, sismique, n'importe quoi, l'exposition aux intempéries. Je pense notamment à un gros mur en pisé qui a été construit par Acter à l'époque pour Wolf Berger. C'est une cave à vin assez importante sur Colmar. Et ce mur en pisé, sur le côté ouest, l'angle ouest, il a été adjuvanté au ciment. Parce que justement, très exposé aux intempéries en Alsace, en fait, les vents dominants, c'est sud jusqu'à ouest. Et donc, du coup, les pluies sont battantes. Et enfin, les pluies sont orientées, quoi. Et donc, plus les façades sont les plus exposées. Et donc là, ce mur en pisé a été adjuvanté juste sur ce côté-là. Voilà. Vas-y, Adrien. Juste comme je travaille aussi sur le patrimoine, ça me semble important aussi de dire qu'effectivement, en tout cas, vis-à-vis des intempéries, pour prendre que cet exemple-là. Après, c'est plein de débats, hein, on peut en parler pendant des heures, mais traditionnellement, sur la construction en terre, il n'y avait jamais eu d'adjuvantation, et pourtant, on a fait des bâtiments qui ont duré des centaines d'années. C'est pas forcément le même type de projet, mais ça veut dire que là, il y a des architectes dans la salle, et la question de la conception du bâtiment, on peut jouer aussi avec des débords de toiture. Alors si avec un débord de toiture, on peut se passer d'adjuvant, si la question est uniquement de l'orientation de la façade, je pense qu'on a peut-être intérêt aussi à regarder ce qu'on a fait par le passé avec une ressource qui était de toute façon sous nos pieds, qui était non déplacée, et voilà, quoi. En tout cas, voilà, c'était juste, je pense que voilà, il y a des questions qui sont aussi à se poser, et je rebondis aussi juste, c'est jeter un pavé dans la mare, et c'est peut-être trop intellectuel pour un monde qui a besoin de construire, mais quand on parle de la rapidité de chantier, qui est une réalité de nos sociétés actuelles, hein, on doit répondre à des impératifs financiers par rapport à une commande d'un client, et du coup, en fait, il y a des philosophes, des sociologues qui réfléchissent on est dans une société qui ne fait qu'accélérer, qui va toujours plus vite, et on essaye de trouver des solutions qui répondent à cette rapidité. Ma question, elle est, est-ce qu'en essayant d'accélérer toujours tous les processus de construction, on arrivera à un moment donné à réagir ? Parce que si la journée aujourd'hui est faite, pour moi, j'ai le sentiment personnellement que c'est repenser nos manières de construire, d'appréhender le monde. Et du coup, je me dis, si on n'arrive pas à dépasser ces imaginaires-là qui sont à peine là depuis 100 ans, hein, qui sont même pas là depuis 100 ans, moi, personnellement, j'y crois très moyennement. Et je me dis, on pourrait mettre beaucoup d'énergie et d'argent collectivement dans des alternatives autres. Voilà. Désolé, c'était... Non, il n'y a pas de souci. Je te rejoins parfaitement. Et d'ailleurs, l'exemple de la communauté de communes de Neuve-Maisons sur laquelle Benoît a travaillé à l'agence, où un chantier participatif a été mis en place pour construire des briques, donc avec l'appui de Hamaco, ça s'est fait avec l'intelligence du maître d'ouvrage.
en fait, ça ne peut pas se faire sans l'intelligence collective et un écosystème vraiment parfaitement conscient de ce qui est en train de se faire et de ce qu'on est en train de mettre en place. Je dis ça parce que le maître d'ouvrage a mis à disposition des locaux pour fabriquer les briques, des locaux pour les sécher, des locaux pour les stocker sur le long terme, et tout ça par anticipation du chantier. Donc là je te rejoins complètement, ça crée un temps beaucoup plus long, mais beaucoup plus vertueux. Et pour ça, il faut vraiment que tous les acteurs de la construction aient conscience en fait de ça, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de mettre en place quand on construit un bâtiment. Si je suis acteur professionnel et que je veux me former à la terre crue, est-ce que je peux me former en Grand Est manuel ou est-ce que je suis obligé d'aller ailleurs? Oui, donc on peut se former depuis 2 ans dans le Grand Est. Pas que la terre crue, parce qu'il y a des formations spécifiques. Donc, juste pour la petite histoire, en France, il y a la Fédération Éco-Construire maintenant qui existe, qui chapeaute 18 centres de formation en France, qui délivrent des diplômes de niveau CAP en restauration du patrimoine et éco-construction, où on aborde la problématique de la terre crue. Mais il y a aussi un autre diplôme qui s'appelle maçon terre crue, qui est un peu moins répandu, mais c'est 9 mois, pareil avec un CAP à la clé, c'est 9 mois autour de la terre crue. On voit différentes techniques. Et donc dans le Grand Est, effectivement, donc on peut faire des formations longues où on voit différentes techniques, pas que autour de la terre crue, mais autour du biosourcé de manière générale et des fondations à la couverture. Voilà. Après, il y a des modules courts aussi qui existent avec différents OF, différents organismes de formation, pour se sensibiliser à la terre crue de différentes manières, que ce soit au niveau assurantiel, par exemple, techniques de mise en œuvre, les avantages, les inconvénients, etc. Mais ça commence à prendre forme, des artisans arrivent de plus en plus, qui diversifient aussi leurs techniques. Donc voilà, il y a de plus en plus moyen effectivement de trouver un petit peu des choses qui nous conviennent. Sur le site d'Envirobat de Grand Est, il y a un agenda des formations dans lesquelles vous pouvez retrouver les formations courtes, pas les formations longues diplômantes, mais les formations courtes sur les matériaux biosourcés notamment. Il me semble, on confirmera ou pas, il y a les UMP aussi qui peut-être réfléchit à aller sur la question de la formation dans la région de l'Aube. Ouais. Et aussi un petit mot sur ces questions de formation. Ah oui, tu veux le... Vous voulez rajouter un mot? Passe le micro. Oui Non, pour la vidéo, il faut parler au micro. Il y avait 2 micros là. Il a été repris? Sinon, je passe le mien. On va gagner du temps. Oui, bonjour, Aurélie Boll, directrice de l'IUMP, Institut universitaire des métiers du patrimoine. Donc, nous sommes situés dans l'Aube, au centre-ville de Troyes. Donc, nous aussi, nous sommes investis dans tout ce qui concerne l'éco-construction. Historiquement, on a un diplôme en gestion du patrimoine bâti et Pascal, qui est à côté de moi, qui est formateur au niveau de la maçonnerie, bâti ancien. Donc, le sujet de la terre crue, c'est un sujet qui nous anime assez régulièrement et on souhaiterait effectivement aller sur ce terrain. Maintenant, on est au niveau de l'Aube, on fait partie un peu de ces zones isolées, dirons-nous, en ce qui concerne l'éco-construction. Donc, c'est tout notre intérêt aussi de collaborer avec l'ensemble des acteurs du Grand Est et de pouvoir dispenser ce type de formation continue, mais également des formations plus qualifiantes pour aller pallier aux problématiques de compétences aujourd'hui que peuvent avoir nos maçons notamment. Il y a eu aussi un bilan qui a été fait au niveau national dans le cadre du projet National Terre qui a répondu à un AMI sur les métiers de demain et donc ça a été fait par région. Il y a une deuxième passe qui va être en cours pour savoir quoi mettre en face. Et juste un petit laïus aussi, là, quand on parle de compétences et de validation des acquis, donc là on est dans les cadres de certifiantes. Pour moi, ça question sous-jacente des savoir-faire, et en fait il y a 2 manières de voir les savoir-faire. Il y a la manière du coup universitaire en tout cas d'aller à l'école, c'est juste un constat et c'est pas pour dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais historiquement avant ça en fait c'était les savoir-faire oraux qui étaient transmis donc de chantier en chantier, et donc ça existe toujours aujourd'hui. Le fait d'aller faire des chantiers participatifs avec des professionnels de la construction, c'est un autre moyen d'aller découvrir des techniques aussi, de voyager. Donc pour moi c'est important aussi parce que ça permet de voir toujours une diversité en fait de ce qui se fait et d'allier les deux. C'est 2 manières de voir les choses. Il y en a une qui va permettre d'avoir plus facilement des questions assurantielles, mais il va y en avoir d'autres qui vont pouvoir intimement pouvoir développer des compétences personnelles.
Manuel, quel conseil vous donneriez à un artisan ou une entreprise qui voudrait se mettre à faire de la terre crue ? Quel conseil Alors, je reviens juste sur la terre crue. Je compare souvent la terre crue à de la cuisine et aux enduits décoratifs, à la finition, à la pâtisserie. Sauf qu'à la cuisine, on est un peu plus libre de faire un peu ce qu'on veut avec les recettes, notamment pour les enduits, un peu moins sur les pisés, ce genre de choses. Mais c'est assez facile quelque part, je dirais. Et donc, le conseil que je pourrais donner, c'est vigilance par rapport au support. Parce que le support détermine quand même beaucoup de choses. Je parle principalement des enduits, parce qu'il y a quand même une forte demande pour les enduits, des reprises de torchis. Je parle pareil pour l'Alsace. Donc voilà, faire attention au support, c'est déterminant dans la réussite d'un ouvrage. Et ne pas hésiter aussi à communiquer avec les acteurs existants, que ce soit dans la région ou ailleurs. Mais il y a des gens qui ont pas mal d'expérience là-dedans, plusieurs dizaines d'années. Et que c'est important de se reposer sur des gens qui ont déjà expérimenté, des choses qui ont fonctionné, moins bien fonctionné, etc. Avec quel type de terre ? Parce qu'encore une fois, quand on parle de terre, ça peut être très variable en fonction des régions. Je parlais du Leuce en Alsace, mais il y a d'autres types de terres, avec d'autres types d'argile. Même si dans le guide des bonnes pratiques, on dit que toutes les terres, finalement, tous les types d'argile peuvent être utilisés, à quelques exceptions près, où vous faites un peu vigilant. Mais voilà, se reposer sur le tissu existant, les acteurs existants, c'est quelque chose qui peut être pertinent pour démarrer. Ouais. Ok. Je passe la parole. J'ai plein d'autres questions, mais je préfère vous passer la parole. Comme ça, vous avez peut-être des attentes auxquelles moi, j'aurais pas pensé. Puis, je reposerai mes questions si des fois, il y a du temps. Oui, bonjour, François Brun, contrôleur technique. Je vais juste dire un mot sur le stabilisé et le non stabilisé. Donc, il ne faut pas dire adjuvanté, parce que le stabilisé, c'est en fait le liant. Hein, on veut que le liant, la terre crue, ça soit le liant argile, et pas d'autres liants, mais on peut toujours adjuvanter avec d'autres choses. On peut des produits bio ou minéraux. Le logiciel de construction depuis la guerre, là, qui était un logiciel industriel, pour être et assurantiel, fait que tous les produits qui sont industrialisés, qui passent par le CSTB en terre, ils sont stabilisés pour l'instant. Les BTC qui ont des ATEX, c'est avec de la terre stabilisée pour l'instant. Mais le CSTB commence à changer un peu de logiciel pour pouvoir accepter et pour pouvoir assurer des produits qui ne sont pas industrialisés. Le CSTB participe au PNTER, et le PNTER, c'est de la terre non stabilisée. Et donc, je fais partie du GT PISé au CSTB, où on part de principe sur de la terre non stabilisée, donc au CSTB. Voilà. Donc il y a une évolution qui va dans le bon sens si on ne se laisse pas marcher sur les pieds par les industriels. Alors juste, je rebondis là-dessus. Il y a une unité de production de produits terre crue qui s'appelait, parce que ça a coulé malheureusement, Cycle Terre, sur Sevran. Et ils utilisaient les limons de plateau du Grand Paris pour faire des produits terre crue, donc des briques, des PTC, des panneaux terre, et non adjuvantés justement et normés. Donc ils avaient des avis techniques, ils ont eu l'argent pour ça, c'était financé par l'Europe. Et malheureusement, les panneaux terre, ils étaient que expérimentaux. Les panneaux terre qui voulaient véritablement produire n'ont jamais vu le jour, puisque encore une fois l'unité a mis la clé sous la porte. Mais effectivement, c'était des produits normés et qui étaient non adjuvantés. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Je trouve qu'ils avaient réussi un peu un tour de force par rapport à ça. Mais malheureusement, voilà, encore une fois, ça s'est arrêté il y a peu.
Donc maintenant, on va voir, d'ici la fin du mois, faire un petit bilan de ce qui s'est passé pour voir si ça peut revoir le jour ou pas. Manuel, vous avez un projet d'unité de production, peut-être, de briques on parlait un peu du bilan carbone de la Terre. Donc en fait, Cycleterre disait que exporter leurs produits au-delà de 100 km, c'était plus très intéressant en termes de bilan carbone. Donc après, c'était une donnée certainement à la louche, hein. Je ne sais pas s'ils ont vraiment regardé, mais je pense que ça doit être à peu près ça. Et donc, c'était leur projet à la base. C'était quand ils ont monté le projet européen, donc à plusieurs millions d'euros. Hein, ils partaient du principe que la dynamique pouvait s'exporter dans d'autres régions et d'essaimer comme ça des unités de production qui pouvaient exploiter la terre locale pour faire des produits normés et si possible pas trop chers pour rendre accessible justement la terre crue à tout un chacun. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme dynamique. Je trouve que ça fonctionnait bien et ça fonctionnait bien pendant un temps. Et l'idée, c'était de reproduire un peu l'opération, toujours pareil, en se basant sur des fonds européens, éventuellement en faisant intervenir l'insertion pour justement garantir des produits normés et accessibles financièrement à n'importe qui. Parce que c'est un des freins qu'on a maintenant dans l'éco-construction, c'est le prix. Donc, en tant que centre de formation, on commence à mettre des gens sur le marché du travail, des artisans qui sont formés, mais il y a un des freins qu'il peut y avoir, c'est que les devis ne passent pas. Et donc un deuxième levier, ce serait justement d'avoir des matériaux évidemment locaux et écolos, pas chers. Mais voilà, il faut travailler un moment sur comment on peut avoir des choses facilement disponibles. Parce qu'on parlait de Claytex, c'est des produits qui sont quand même assez chers. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'est de monter une unité de production avec des acteurs locaux pour essayer de mettre à disposition des matériaux locaux et pas trop chers. Adrien. Je voulais juste rebondir, peut-être, je ne sais pas si on peut remettre la première image, c'est celle que j'avais proposée, puisqu'on est sur l'unité de production, c'était une partie de ma vie avant de revenir sur le territoire champenois, puisque en Bretagne, aujourd'hui, on parlait beaucoup de la question du impact CO2. Arthur a réouvert en disant que ce n'était pas la seule manière de voir l'impact sur la planète, avec les impacts en tout cas qu'on a autres sur les diverses pollutions qu'on a. Et ce dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, alors que ça fait partie du rapport du GIEC quand même, sur l'impact sur la planète, mais il y a aussi l'impact social de nos modèles de société et qui sont potentiellement à prendre à bras le corps par chacun d'entre nous dans nos différents univers. Nous, il y avait une volonté en Bretagne justement de répondre à la fois à cette question du bâtiment et de la production de terre en local et de répondre à des questions d'inégalité sociale. Et donc on a monté ce projet il y a maintenant 2 ans qui est devenu une communauté Emmaüs et donc qui aujourd'hui permet à 8 personnes de produire des briques de terre crue, en fait d'être logées aussi parce que c'est des personnes dans la grande précarité et de produire de la terre, des briques de terre avec une ressource qui est donc ultra locale parce qu'en fait les personnes qui nous apportent la terre viennent nous la livrer gratuitement parce qu'en fait c'est moins loin que d'aller dans des zones de stockage où ils vont devoir payer et où on la transforme sur place. Et pour des réalités économiques, en fait, il y a une diversité du coup de l'activité qui s'est produite avec une ressourcerie de matériaux de seconde main et un développement de projets aussi de chantier. Et tout ça pour dire qu'en fait, quand on monte ce genre de projet, on avait l'idée de faire des briques de terre crue pour répondre à une question locale des maçons et des maçonnes et aussi des autoconstructeurs et autoconstructrices pour de la création de rénovation, mais du neuf aussi. Et que face aux problématiques qu'on a eues financières potentiellement, il y a eu une volonté en fait de diversifier toujours plus l'activité. Et je pense que c'est ça aussi qu'il y a à prendre en compte, c'est que en fait des fois il faut réussir à élargir en fait nos domaines de compétences ou en tout cas se lier avec d'autres personnes aussi pour pouvoir trouver une stabilité autre que par un seul produit. Et en tout cas là c'est ce qui permet aujourd'hui à la briqueterie de continuer à se développer petit à petit et d'avoir à la fois une réponse sociale et environnementale. Et en tout cas je pense qu'ils peuvent être des projets inspirants à démultiplier sur les territoires et pas avoir un modèle unique qui recouvre l'ensemble. Question ? On n'a pas abordé une autre utilisation de la terre, c'est au niveau du sol, la dalle terre. Est-ce qu'on peut en parler ? Alors la dalle terre, c'est des choses qu'on aborde finalement encore très peu dans les différents centres de formation. Là, je parle de la formation, parce qu'il y a finalement, en tout cas à ma connaissance, dans l'Alsace et un peu au-delà, dans le Grand Est, très peu d'acteurs finalement qui font ça. Il y a un des problèmes majeurs, c'est la résistance à l'abrasion. Donc quand on commence à marcher, notamment quand on piétine devant la cuisine, si on ne met pas un revêtement dessus, et du coup qu'est-ce qu'on met dessus, il peut y avoir des poussières, tout ça. Alors il y a des gens qui ont déjà fait des dalles en terre, que ce soit stabilisées, non stabilisées, etc.
Mais voilà, c'est encore assez rare. Je sais pas si l'expertise, enfin en tout cas sur le territoire que je connais, l'expertise elle est pas là, donc c'est difficile de former des gens là-dedans. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être développé. Ouais. Maintenant à voir. Alors c'est souvent des autoconstructeurs qui tentent la chose, accompagnés ou non par un professionnel qui a envie d'essayer des choses, en général des maçons, mais c'est encore assez rare. Ouais. Il y a eu une expérience à l'agence d'une maison en fait avec une chape de terre à laquelle Lucie a participé. Au final, un an après, tout a été évacué et il a fallu refaire une chape de ciment pour différentes raisons. Hein, peut-être un problème d'expérience, ça relevait vraiment de l'expérimentation, d'usage, enfin bref. Alors que le bâtiment était bien décollé du sol, etc. Donc il y a une vraie question, effectivement, c'est complexe à mettre en place. Aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas, nous, on n'a pas la solution pour le faire, même pour une chape, en fait, en terre. La quantité de béton qu'on peut éviter, elle est énorme, quoi. Malheureusement, en fait, dans tous les bâtiments aujourd'hui qui sont construits, la partie dallage, infrastructure, ça reste la partie, en tout cas pour les bâtiments que nous on construit, je pense que c'est pareil pour la majorité des constructeurs, c'est la partie la moins vertueuse, clairement. Après, c'est ce que disait Arthur ce matin, c'est le bon matériau au bon endroit. Oui, en fait, le bon matériau, c'est peut-être d'utiliser du béton pour les infrastructures. Après, il y a d'autres solutions. Hein. On peut aussi faire... là, je travaille sur un projet en ce moment où les fondations, c'est des massifs de pierre enfouis dans le sol. Et puis, on va poser des pilotis dessus. Et le bâtiment, il est décollé du sol. Et puis, c'est un plancher bois qui est à 40 cm du sol. Et là, le béton, il est évacué. Mais c'est pour une petite construction. Il y a plein de modes constructifs qui nous permettraient d'évacuer vraiment le recours au ciment, au béton. Ouais, je suis. Effectivement, il y a les systèmes de pilotis, hein, peu importe. Après, c'est de fondations pierre, comme ils font traditionnellement au Japon, en Corée. Il peut y avoir des technopieux, différents systèmes, mais moi, je suis plutôt favorable au pilotis. Après, en fonction des charges, tout ça, de ce qu'on veut construire, c'est faisable ou pas. Mais c'est intéressant parce que l'impact au sol aussi est réduit. C'est-à-dire que si on veut démonter la maison, on retrouve la nature derrière, quoi. Et je trouve ça assez intéressant. Et pour revenir un petit peu sur la terre crue, notamment en extérieur, les dépassés de toiture, c'est important. Donc il faut arrêter de faire des cubes, quoi. Et comme ça, on peut aussi s'affranchir de la chaux, éventuellement à l'extérieur, parce que la chaux, c'est aussi un bilan carbone non négligeable. Donc mettre de la terre en extérieur, pareil, hein, je reprends l'habitat traditionnel coréen et japonais, ils font ça, ils ont de la terre crue en extérieur, mais ils ont les dépassés de toiture qui vont bien. Et les dépassés de toiture qui vont bien protègent également les fenêtres et les bas de murs, etc. etc. Puis, sur la question de la protection extérieure aussi, il y avait le rôle social que jouait la réfection des enduits. On parlait tout à l'heure du bilan carbone à refaire, mais si on fait avec des enduits en terre extérieure, ça existait en France aussi. Alors des fois on a des images, dans d'autres régions du monde, mais en fait il y avait aussi qu'est-ce que ça produit en fait de tous les 5-10 ans d'accepter cette question de l'usure aussi. La question de l'usure sur les imaginaires qu'on porte dans l'architecture se pose. Quand on parle de réemploi, en fait c'est quelle image on va projeter. Et en fait, toutes ces questions-là, elles sont à prendre à bras le corps parce que si on veut, en fait, la question, c'est le monde désirable qu'on veut projeter. Et en fait, il est lié à des images mentales, sociales, partagées ou non. Et je pense que c'est ça qu'il faut reprendre et que par l'expérience, on peut changer l'imaginaire collectif. Et en tout cas, participer ensemble à refaire des enduits en terre comme moyen social de rassembler les gens. En fait, c'est des choses qui me paraissent pas totalement déconnantes vis-à-vis des enjeux auxquels on doit faire face. C'est vrai qu'il y a une chose qui est vraiment intéressante aussi, c'est que aujourd'hui on n'entretient plus du tout nos bâtiments, et alors qu'il y a des sociétés, par exemple au Japon, il y a une vraie culture, en Suisse aussi, de l'entretien du bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a un budget qui est mis sur la table pour entretenir des bâtiments qui ont été construits de manière plus vertueuse. Je prends par exemple cette table-là, elle est faite dans un matériau qui est pas terrible. Ça aurait pu être un plateau en bois, mais non, on a privilégié ce matériau parce que c'est facile à entretenir, et puis une fois que c'est fait, ça y est, on ne l'utilise plus, mais qu'est-ce que ça va devenir ? Alors qu'un
Un plateau en bois, en fait, ben oui, effectivement, faut l'huiler régulièrement, faut l'entretenir, mais on peut le poncer, il y a une réversibilité. Et voilà, la question se pose aujourd'hui sur les bâtiments qu'on est en train de construire, sur pourquoi, en fait, on ne sait pas discuter avec le maître d'ouvrage de cette question de l'entretien des bâtiments. Merci, c'est une belle conclusion à la table ronde. Merci à vous pour votre intervention.